L'histoire de Prince de France, tome 1. Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une fanfiction Harry Potter. Écrit par Kelorus, narration Claudine Abdelkader, une production du studio Kali Records. Un commentaire, un like, un abonnement soutiendrait énormément la chaîne. Maintenant que c'est dit, place à l'histoire. Chapitre 3. Le bal d'honneur. Contrairement à la majorité des communautés magiques à travers le monde, qui se retranchaient dans des ruelles dissimulées, des forêts isolées ou des villages camouflés par des charmes répulsifs, la France avait toujours choisi une autre voie. Ici, nul besoin de se cacher dans les ombres. La magie, bien qu'invisible aux Moldus, s'enracinait dans la pierre même des palais, dans la symétrie des jardins, dans les avenues majestueuses. Les royaumes liés aux Capétiens n'avaient jamais eu peur d'afficher leur grandeur, et cette audace ne venait pas d'un excès d'orgueil, mais d'une invention. Une avancée qui avait changé à jamais la manière dont les sorciers pouvaient coexister avec les Moldus. Cette avancée portait un nom. René Descartes. Pour le monde moldu, Descartes n'était qu'un philosophe et un mathématicien de génie, l'auteur du fameux discours de la méthode. Mais dans les cercles magiques, il était bien plus qu'un penseur. C'était un maître arithmancien, un théoricien runique sans égal, diplômé majeur de sa promotion à l'Académie de Beauxbatons. Ses travaux secrets sur les plans dimensionnels avaient fait de lui un homme dont l'influence marqua des siècles de politique magique. En 1616, sous le règne moldu de Louis XIII de Bourbon et celui du roi sorcier Henri V de Valois, la France se trouvait au bord d'une crise singulière. Les deux souverains désiraient régner depuis le même lieu, Saint-Germain-en-Laye, une forteresse royale ancienne et stratégique. Mais cohabiter était impossible. Comment accueillir des moldus et des sorciers dans un même espace sans risquer l'exposition? L'essor de repousses moldues n'était pas fiable à long terme. Les oblivateurs se heurtaient à des limites. Plus les deux cours tentaient de se rapprocher, plus la tension montait. Les conseillers craignaient déjà qu'un incident ne révèle toute la vérité aux Moldus, déclenchant une panique irréversible. Cette situation inextricable força Descartes à réfléchir. Il était jeune, brillant, passionné par l'idée d'unir la logique moldue et la magie. Il savait que les runes pouvaient manipuler la réalité. Il savait que l'arithmancie pouvait calculer des trajectoires d'énergie dimensionnelle. Et s'il était possible de superposer deux réalités au même endroit sans qu'elles ne se touchent? Il passa des mois à étudier d'antiques textes runiques, grecs et égyptiens, cherchant des traces de magie spatiale oubliée. Il trouva mention de plans miroirs, des poches de réalité créées par les dieux anciens pour dissimuler leur sanctuaire. Inspiré, il formula une théorie audacieuse. Il était possible de superposer deux dimensions au même endroit, comme deux feuilles de parchemin translucides séparées par une fine couche de magie pure. En moins d'un an, Descartes mit au point un schéma runique inédit. Il traça ses glyphes dans la pierre d'une propriété privée, y grava des calculs arithmétiques complexes et invita quelques moldus de confiance à y entrer. Puis, il franchit lui-même le seuil. Ce qui se produisit dépassa ses espérances. Lorsqu'il entra, il se retrouva dans la demeure enchantée qu'il connaissait, emplie d'artefacts magiques. Mais les moldus, eux, furent immédiatement déviés dans une dimension miroir, une réplique exacte mais dénuée de toute magie. Aux yeux des moldus,
rien n'avait changé. Ils croyaient être entrés dans la même maison. Mais dans la réalité, ils n'avaient jamais partagé l'espace de Descartes. Ils venaient d'inventer ce que l'on appellerait plus tard les dimensions secondaires. En créant ces plans fantômes, il devenait enfin possible de faire coexister deux mondes au même endroit sans qu'ils se croisent. Les Moldus pouvaient vivre, marcher, dîner, travailler sans jamais rencontrer un sorcier, tout en étant littéralement dans la même pièce. Henri V de Valois comprit immédiatement l'importance de cette invention. Il fit venir Descartes au château royal de Saint-Germain-en-Laye et lui confia une mission: apposer ses runes tout autour de la ville. En quelques semaines, Saint-Germain devint la première cité imbriquée où Moldus et sorciers pouvaient cohabiter, sans jamais se rencontrer. L'expérience fut un succès. La tension entre les deux Louis s'évanouit. Les deux cours purent rester à Saint-Germain sans incident. Pour ce service, René Descartes reçut un honneur unique: grand maître des runes de la Maison royale de France. À partir de là, tout changea. Les runes furent perfectionnées, étendues. On les appela officiellement des runes dimensionnelles anti-moldus. Mais elle avait une limite. Elle demandait une quantité colossale de magie pour alimenter en continu ces dimensions parallèles. Peu d'endroits pouvaient supporter une telle charge, à moins d'être construits sur des lignes telluriques anciennes où la magie de la Terre affleurait naturellement. Lorsque Louis XIV, roi moldu, décida de bâtir Versailles, Henri V saisit l'occasion. Il manipula subtilement son cousin Bourbon par des charmes de suggestion et d'oubli, le poussant à choisir un nœud de flux magique majeur. Ainsi, en surface, l'histoire moldue raconte que Versailles fut édifiée par la sueur des artisans humains. En vérité, ce fut une entreprise colossale menée par des sorciers, des elfes et des mages runistes, sous une double illusion magistrale. Les Moldus, hypnotisés par des charmes puissants, crurent participer à la construction. Ils ne virent jamais le véritable palais. Quand les travaux furent terminés, deux châteaux existaient: le Versailles moldu, splendide mais purement décoratif, et le Versailles magique, immense, vivant, imbriqué dans une dimension parallèle où la magie coulait dans chaque pierre. À la mort d'Henri V, son fils Robert III fit renforcer les runes sur tout le territoire capétien. Les grandes maisons ducales françaises imitèrent le palais royal. Bientôt, des dizaines de châteaux, Delacour, Malfoy, Caumont-la-Force, Rochefoucauld, Béthune, Grimaldi, Orléans-du-Noy furent imprégnés des mêmes enchantements. Les craquemolles purent y vivre aux côtés des moldus sans jamais risquer d'exposer le secret magique. Cette technique resta exclusivement française. Ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni même la Chine magique ne purent reproduire ces runes. Seuls quelques rares souverains capétiens cadets, en Espagne, en Italie, au Portugal, obtinrent le droit de les employer, en signe d'allégeance. En 1789, quand les Moldus prirent d'assaut le Versailles qu'ils croyaient réel, les sorciers observèrent avec un sourire glacé. Ils ne pillaient qu'un décor vide. Les véritables trésors, la véritable cour, restaient intacts derrière le voile dimensionnel. Même la fameuse couronne de Louis XVI, que les émeutiers crurent voler, n'était qu'une réplique maudite. Les malheurs qui suivirent, les conspirations, les morts mystérieuses, furent la vengeance discrète des Valois. Les Moldus ne virent jamais le vrai Versailles, et ne le verront jamais. Et c'est dans ce palais intemporel, où chaque miroir cache une autre réalité, où chaque pierre est chargée de siècles de magie, que devait se tenir un nouveau bal royal. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une naissance. Non,
Ce bal marquait la libération du noyau magique du prince Adrien Louis-Nicolas de Valois. Le jeune héritier avait désormais 6 ans. Et pour cet anniversaire, Versailles s'apprêtait à déployer une fois encore tout son éclat, tout son faste, pour montrer au monde que la lignée des lys éternels ne faiblissait jamais. Château de Versailles, Royaume de France, 31 juillet 1987. Tandis que le monde moldu continuait de s'extasier devant les galeries factices et les jardins illusoires du Versailles qu'il croyait réels, le véritable palais vibrait d'une effervescence sans précédent. Ce soir, pour la première fois depuis des siècles, le château magique de Versailles allait être entièrement ouvert. Dans toutes ses ailes, tous ses salons, toutes ses cours invisibles, même celles qui ne figuraient plus dans aucun plan officiel. C'était un honneur rare, presque inconcevable. 6 ans plus tôt, pour la présentation d'Adrien au monde, seule une partie du palais, la cour des lys éternels et la galerie des glaces, avait été rendue accessible aux souverains étrangers. Mais cette fois, le roi Louis XIX avait décidé d'aller plus loin. À l'occasion de la libération du noyau magique de son fils unique, il ouvrait la totalité du domaine royal. Les jardins suspendus où volaient les pans de lumière, la salle des miroirs infinis où s'entrelaçaient des illusions vivantes, la bibliothèque d'or qui contenait les secrets capétiens, et même les appartements privés, sanctuaires habituellement interdits à tous regards étrangers. Cette décision n'était pas anodine. Elle était un message, une démonstration de puissance et de confiance absolue. Versailles n'était pas seulement une résidence, c'était le cœur politique et magique de la France, le centre d'un réseau d'enchantement qui s'étendait jusqu'aux dominions capétiens. Ouvrir tout le palais revenait à dire au monde « Nous n'avons rien à cacher, car rien ni personne ne peut nous menacer ». Partout, l'activité battait son plein. Des elfes de maison, aux livrées bleues et or, traversaient les couloirs en portant des plateaux d'argenteries enchantées. Des héros répétaient la longue litanie des titres royaux qu'ils allaient devoir proclamer. Des musiciens accordaient des instruments qu'aucun moldu n'avait jamais vus. Des harpes cristallines, des orgues de verre, des clavecins capables de jouer en lévitation. Dans les jardins extérieurs, des équipes de druides vérifiaient les grands enchantements paysagers, s'assurant que les labyrinthes vivants et les fontaines parlantes étaient parfaitement harmonisés pour accueillir des invités de toute origine. Au centre de cette agitation, un seul enfant, Adrien Louis-Nicolas de Valois, prince héritier du royaume magique de France. Dans la plus vaste chambre de l'aile droite, baigné d'une lumière dorée filtrant à travers des rideaux de soie, il se préparait. 6 ans. Aujourd'hui, il avait 6 ans. L'âge où, selon les traditions magiques françaises, la magie intérieure cesse d'être une simple étincelle pour devenir une flamme consciente. Demain, il subirait le test d'héritage, un rituel où se manifesterait son héritage magique complet. Mais ce soir, avant le rituel, il allait être présenté une seconde fois au monde entier. Cette fois non comme un bébé, mais comme le jeune prince conscient de son rôle. Debout, devant un immense miroir animé, Adrien observait son reflet. Ses grands yeux bleus, ce bleu unique, presque irréel, où brillait un soleil au centre de chaque pupille, fixait le garçon qui lui faisait face. Il semblait plus petit que le poids de ce qui l'attendait. Et pourtant, même dans ses gestes encore maladroits d'enfant, il y avait une certaine prestance. Gérard de Montan, son majordome personnel, ajustait les derniers détails de sa tenue. La famille Montan servait les Valois depuis plus de 500 ans. Ils avaient vu défiler des générations de princes et de princesses. Ils avaient veillé sur la maison royale à travers les guerres, les révolutions moldues
les intrigues de cour. Gérard, héritier de cette longue lignée de serviteurs fidèles, accomplissait son devoir avec un mélange d'affection sincère et de rigueur absolue. « Cette tenue est parfaite, votre grâce, » dit-il en se reculant pour admirer son jeune maître. « Elle mettra en valeur vos traits et surtout vos yeux. » Adrien fit un pas vers le miroir, soulevant légèrement l'écharpe cérémonielle de sa veste. « Tu crois ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « Plus qu'aucun autre, » assura Gérard avec un léger sourire. « Leurs majestés seront fiers de vous. Et nul doute que le seigneur Nicolas et la dame Pernelle le seront également. » Le jeune prince eut un mince sourire. Il savait combien cette soirée comptait pour ses parents et pour toute la France. Sa tenue avait été dessinée par Yves-Mathieu Saint-Laurent, le plus grand couturier sorcier de son époque. Une veste de soie bleu nuit, traversée d'une écharpe blanche bordée d'or, des épaulettes délicatement brodées, des boutons gravés du lys royal. Une ceinture noire à boucles d'or, un pantalon de soie et des bottines de cuir poli complétaient l'ensemble. C'était une tenue de prince, mais surtout une tenue qui rappelait par chaque détail qu'il était l'héritier d'une dynastie millénaire. Gérard fit apparaître un sortilège Tempus. Des aiguilles lumineuses tournèrent dans l'air avant de s'immobiliser. Le majordome hocha la tête. « L'heure approche, jeune prince. Dans moins d'une heure, tout Versailles vous attendra. Êtes-vous prêt à affronter le monde ?» Adrien écarquilla légèrement les yeux. Ses joues rosirent, et il détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec un bouton doré. « Je ne suis pas sûr, » murmura-t-il. « Et si je faisais honte à mes parents ?» Sa voix tremblait un peu. Au fond, il n'était qu'un enfant qui allait faire face à des centaines de regards, des rois, des reines, des dignitaires venus des 4 coins du monde magique. Un enfant qui portait sur ses épaules un titre qu'il ne comprenait pas encore complètement. Gérard s'agenouilla aussitôt. Il posa ses mains sur les épaules frêles d'Adrien et plongea son regard dans le sien. « Vous ne ferez jamais honte à vos parents, jamais. Ce soir, tout est à vous. Ce palais, ces jardins, ces invités. Tout cela existe pour vous honorer. Et vos parents seront toujours fiers de vous, quoi qu'il arrive. » Adrien hocha doucement la tête, mais une autre inquiétude germa dans son esprit. Ses pupilles s'emplirent d'une lueur plus grave. « Et les Potter ?» s'aventura-t-il. « Qu'est-ce qui se passera s'ils me reconnaissent ?» Il avait encore du mal à accepter cette vérité qu'il avait apprise le matin même, qu'il n'était pas né Adrien, qu'il avait autrefois été Harry James Potter. Ses parents adoptifs avaient choisi de lui révéler son passé avant la cérémonie de libération de son noyau magique, car le test d'héritage du lendemain risquait de faire apparaître une trace, même infime, de la magie Potter. Mais Gérard ne laissa pas cette crainte s'installer. Sa voix devint plus ferme, presque tranchante. « Les Potter ont décliné l'invitation, votre grâce. Ils ont préféré organiser une fête pour leur autre fils. Ils ne viendront pas. Et même s'ils venaient, ils ne pourront rien faire. Vous n'êtes plus Harry James Potter. Vous êtes Adrien Louis-Nicolas de Valois, prince héritier du royaume de France. Vous ne partagez avec eux qu'une infime trace de magie. Rien d'autre. » Adrien releva les yeux, surpris. « Ils ont vraiment refusé ?» ?»« En effet. Ce n'est un secret pour personne qu'ils couvrent leurs fils de cadeaux et d'éloges. Mais croyez-moi, ils regretteront leur choix, car ce soir, l'aristocratie britannique est déjà en route pour Versailles. Ils préfèrent venir assister à votre bal plutôt qu'à celui d'Harry Potter. » Adrien resta silencieux une seconde, le temps que cette idée fasse son chemin dans son esprit. Puis un sourire enfantin illumina son visage.
Il bondit sur place, serrant son petit poing dans un geste de triomphe. « Oui, il préfère mon anniversaire au sien. C'est super !» Gérard roula des yeux, un petit rire amusé échappant à ses lèvres. Malgré son éducation, malgré la dignité qu'on attendait de lui, Adrien restait un enfant de 6 ans. Un enfant qui, l'espace d'un instant, oubliait qu'il portait sur ses épaules tout le poids d'une dynastie et que, dans moins d'1 heure, les portes de Versailles allaient s'ouvrir comme jamais auparavant pour le célébrer. Manoir Malfoy, Angleterre, Royaume-Uni, 31 juillet 1987. Narcissa, Draco, il est l'heure, faites vite! La voix froide et autoritaire de Lucius Malfoy résonna dans les longs couloirs marbrés du manoir. Drapé dans une cape sombre ornée de broderies argentées représentant le blason ancestral des Malfoy. Il attendait déjà dans le grand vestibule, adossé à sa canne d'argent. Ses cheveux blonds, parfaitement lissés, captaient la lumière des lustres, et son regard glacé était fixé sur l'escalier monumental qui dominait l'entrée. Lucius était le chef de la très noble et très ancienne maison des Malfoy. Mais peu de sorciers britanniques savaient que leur lignée n'était, en réalité, qu'une branche cadette d'une maison encore plus prestigieuse. La maison ducale des Malfoy, du royaume de France. Cette filiation remontait à près de 1000 ans, lorsque Guillaume de Normandie, descendant des Capétiens, avait conquis l'Angleterre. Il n'était pas venu seul. À ses côtés avaient débarqué plusieurs familles françaises liées au réseau capétien. Les Lestrange, issus des Lestrangiers de Troyes, les Rosières, descendants des Rosés du Tarn, les Liroy, branche comtale aujourd'hui éteinte, et, bien sûr, les Black, branche cadette des puissants Lenoir de Seine-Maritime. Les Malfoy, eux, avaient été envoyés par Aurélien Malfoy, duc de Gironde, afin d'assurer une présence durable des intérêts français dans le monde magique britannique. Ainsi, même après des siècles d'anglicisation, Lucius recevait encore 2 invitations distinctes lorsqu'il était convié à un événement majeur. L'une émise directement par le secrétaire de la Maison royale de France et l'autre envoyée par Aurélien Malfoy en personne. Les 2 courriers concernaient le même événement, le grand bal d'honneur organisé à Versailles pour célébrer les 6 ans du prince héritier Adrien Louis-Nicolas de Valois. Lucius n'avait pas hésité. Ce genre d'occasion était une chance rare d'élargir son influence, de resserrer ses liens avec les branches principales et de rappeler subtilement à ses pairs britanniques que, malgré les apparences, les Malfoy restaient liés au cœur du pouvoir européen. Un bruissement discret attira son attention. Enfin, Narcissa descendait les marches, tenant délicatement par la main un petit Draco impeccablement vêtu. Sa beauté glaciale irradiait, soulignée par une robe de velours noir brodée d'argent. Elle avait relevé ses cheveux blonds en un chignon sophistiqué, laissant briller ses boucles d'oreilles en perles lunaires. Draco, à ses côtés, affichait déjà à 7 ans la même prestance hautaine que son père, même si ses yeux trahissaient encore une curiosité enfantine. « Nous sommes prêts, mon amour », déclara Narcissa d'une voix douce mais assurée. « Ne faisons pas attendre la noblesse française. » Lucius acquiesça avec un mince sourire satisfait, puis les guida jusqu'à l'âtre de la cheminée principale. Quelques instants plus tard, une gerbe de flammes vertes les enveloppa, les menant directement au hall principal du ministère britannique. Comme toujours, l'endroit grouillait de monde, mais les Malfoy traversèrent la foule avec un détachement royal. Les regards se détournaient sur leur passage. Lucius imposait le respect par son simple maintien. Narcissa par son élégance glaciale et Draco attirait déjà des murmures de la part des employés fascinés par la jeune génération des familles aristocratiques. Ils se dirigèrent vers le hall des portes au loin internationaux où une longue file d'attente s'était formée pour les départs vers la France. Lucius, bien entendu, n'attendit pas.
Il s'avança d'un pas assuré vers l'un des fonctionnaires affectés au contrôle des trajets. « Un porte-loin pour Versailles en France », annonça-t-il d'une voix tranchante. Le fonctionnaire leva aussitôt les yeux, prit note du nom Malfoy et hocha la tête avec un empressement presque servile. « Le porte-loin est déjà payé, lord Malfoy, » répondit-il en tendant une corde dorée. « Le mot de passe est « balle d'honneur ». Lucius arqua un sourcil élégant. « Et qui est donc notre généreux bienfaiteur » demanda-t-il intrigué. Le fonctionnaire feuilleta rapidement son registre avant de répondre d'un ton respectueux. « Tous les porte-loin en direction de Versailles ont été réglés par le surintendant des finances du royaume de France, le duc Aurélien Malfoy. » Lucius demeura silencieux un instant, légèrement surpris. Il n'ignorait pas que le chef de la branche principale était influent, mais apprendre qu'il occupait un poste dans le cabinet ministériel du roi de France confirmait l'étendue de son pouvoir. Narcissa, à ses côtés, esquissa un léger rictus satisfait. « Bien entendu, » souffla Lucius presque pour lui-même, puis il hocha la tête vers l'employé. « Merci, nous n'attendrons pas davantage. » D'un geste élégant, il fit signe à Narcissa et Draco de prendre la corde, puis il murmura distinctement « balle d'honneur ». Une force les happa aussitôt. Le porte-au-loin les tira dans un tourbillon vertigineux avant de les déposer en douceur 5 minutes plus tard. Car après tout, Londres et Versailles n'étaient pas si éloignés. Quand ils se redressèrent, ils se trouvèrent dans une autre ville. Versailles, mais pas celui des Moldus. Un Versailles parallèle, exclusivement magique. Ici, il n'y avait pas un seul Moldu à l'horizon. Des rues pavées étincelaient sous des lanternes flottantes. Des sorciers vêtus de capes élégantes se promenaient librement. Des carrosses tirées par des abraxans passés, escortés de valets en livrée bleu et or. Les façades des maisons semblaient plus hautes, plus éclatantes, et certains brillaient même d'une lumière intérieure, comme si elles étaient vivantes. Un huissier en uniforme français s'approcha d'eux immédiatement. « Vos noms, s'il vous plaît » demanda-t-il en français. Lucius le fixa un instant, son ton se teintant d'une pointe d'arrogance maîtrisée. « Lord Lucius Malfoy, descendant direct du duc Aurélien Malfoy. » L'huissier écarquilla légèrement les yeux avant de s'incliner profondément, presque précipitamment. « Veuillez me suivre, votre seigneurie, votre carrosse vous attend. » Il les mena jusqu'à un splendide carrosse blanc, aux armoiries du royaume de France peintes en or, tiré par 4 imposants abraxans. Un valet en livrée ouvrit la porte avec déférence. Lucius aida Narcissa à monter, puis fit signe à Draco d'entrer. Le carrosse s'ébranla doucement, s'enfonçant dans les rues magiques de Versailles en direction du château. « Cela faisait bien des années que je n'étais pas montée à bord d'un carrosse, » souffla Narcissa avec un sourire appréciateur, ses yeux gris clairs reflétant les lanternes enchantées. « C'est presque rafraîchissant. » « En effet, » acquiesça Lucius, « cela nous change des cheminées et des balais, sans parler des porte-loin. » Il marqua une pause. « Penses-tu que nous croiserons d'autres familles de notre connaissance ?» Narcissa, toujours parfaitement informée, hocha la tête. « Bellatrix m'a informé qu'elle viendrait avec Rodolphus. Apparemment, les Lestrange ont eux aussi reçu l'ordre direct de la branche principale. Mon cousin Sirius, comme toujours, a décliné l'invitation malgré les instructions du duc Aquila le Noir. Une fois de plus, il prouve son idiote rébellion. Il sera puni tôt ou tard pour cet affront. Même Androméda viendra, avec son horrible mari moldu. » Lucius laissa échapper un soupir de soulagement. « Heureusement, nous n'aurons pas à supporter la vue de Sirius Black. Je préfère encore Androméda, même avec ce tonks à son bras. » Evan Rosière sera là avec son fils Félix. Les Bones également. Et Fudge. Tous les grands noms du Magen Mago feront le déplacement. J'ai même entendu dire que Dumbledore a reçu une invitation personnelle. Lucius haussa un sourcil. Il est grand Manitou de la Confédération et surtout l'ancien apprenti de Nicolas Flamel. Ce n'est pas étonnant.
Un mince sourire cruel étira ses lèvres. Et les longs du bas? Le regard de Narcissa se fit amuser, presque malveillant. Non, Augusta a refusé. Elle n'a pas supporté d'apprendre que Bellatrix serait présente. Et il paraît que son petit-fils n'a toujours pas montré la moindre once de magie. Un véritable scandale. Lucius ricana silencieusement. Alors ce bal sera encore plus intéressant que prévu. Pendant ce temps, le carrosse franchissait déjà les dernières rues de la ville magique pour s'approcher du véritable château de Versailles. Au loin, les Malfoy pouvaient voir les tours cristallines du palais briller sous la lumière des enchantements, tandis que des silhouettes élégantes s'y rendaient en procession. Au bout de quelques minutes, le carrosse s'immobilisa dans un léger grincement de ses essieux enchantés. Le valet de pied descendit d'un pas précis et ouvrit la porte d'un geste cérémonieux. Les Malfoy mirent pied à terre, et aussitôt leurs regards furent happés par la magnificence de la cour royale. Devant eux s'étendait le véritable Versailles magique, infiniment plus grand, plus éclatant, plus vivant que la pâle copie moldue. La cour pavée semblait polie par des siècles d'histoire, et les façades s'ornaient de fresques mouvantes représentant des épisodes glorieux du royaume de France. Des illusions dorées dansaient entre les colonnes, projetant de brèves visions d'anciens rois et reines, de conquêtes et d'alliances séculaires. Les immenses portes d'or massif, sculptées de lys enchantés, étaient grandes ouvertes. Elles étaient flanquées de gardes royaux, vêtus de blanc et de bleu, leurs longues capes rouges carmine effleurant le sol. Leurs plastrons en acier scintillaient sous des charmes de protection, et chacun portait une hallebarde gravée d'antiques runes de combat. Ces hommes n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient les gardes de Versailles, issus des meilleures familles militaires françaises, entraînés à la fois à la magie et à l'art martial. Derrière eux, le carrosse des Malfoy repartait déjà, tiré par ses imposants abraxans, laissant place à un autre véhicule qui arrivait dans la file des invités prestigieux. Tout était orchestré avec une précision quasi militaire. Ils n'avaient pas le luxe de s'attarder. Lucius guida Narcissa et Draco jusqu'à l'entrée principale, où les attendait un sorcier en livrée impeccable, coiffé d'un haut de forme brodé d'or. Sa posture, rigide, et son regard pénétrant rappelaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple majordome, mais du chambellan du palais. « Nous vous souhaitons la bienvenue au palais royal de Versailles », déclara-t-il d'une voix neutre, mais d'une politesse irréprochable. « Vos invitations, je vous prie. » Lucius, d'un geste parfaitement maîtrisé, tendit le parchemin à sceau royal. Le chambellan le déroula d'un seul coup d'œil expert, hocha la tête, puis referma le rouleau avec un claquement sec. « Vous pouvez entrer, seigneur Lucius, ainsi que les vôtres. Nous vous souhaitons une agréable soirée. » Il fit un signe discret à l'un des gardes, qui s'avança pour escorter la famille Malfoy à travers la cour. À mesure qu'ils avançaient, les yeux des Malfoy ne pouvaient s'empêcher de s'écarquiller légèrement. Le faste qui les entourait surpassait tout ce qu'ils avaient vu dans leur manoir du Whiteshire. Les murs de marbre semblaient respirer une magie ancienne. Les colonnes sculptées vibraient doucement, comme si elles captaient un chant inaudible. Les fenêtres, hautes et fines, reflétaient la lumière des lanternes célestes suspendues au-dessus des jardins, révélant au loin des fontaines enchantées qui projetaient des arcs d'eau étincelants. Draco, d'un ton émerveillé qu'il ne parvint pas à dissimuler, souffla. « C'est plus beau qu'au manoir !» Lucius ne répondit pas immédiatement.
Il promena son regard sur les façades étincelantes, sur les armoiries mouvantes qui décoraient les frontons, sur les statues vivantes qui s'inclinaient au passage des invités. Enfin, il hocha la tête, grave. Bien que je n'apprécie guère la comparaison, je dois admettre que Versailles dépasse de loin notre demeure. Mais n'oublie jamais, mon fils, ajouta-t-il d'un ton solennel, que ceci est la demeure des Valois. Ici vit une famille royale, et pas n'importe laquelle, la plus ancienne et la plus puissante maison du monde sorcier. Draco redressa légèrement le menton, comme s'il venait de comprendre la leçon implicite, qu'ici, même un Malfoy n'était qu'un simple invité. Ils traversèrent un dernier passage bordé de colonnes de cristal et arrivèrent devant les portes monumentales de la galerie des glaces, où un crieur officiel attendait. Celui-ci prit leur invitation, la fit examiner par une plume enchantée, puis leur fit signe d'entrer. À peine eurent-ils franchi le seuil que le crieur leva sa baguette amplificatrice et déclara d'une voix forte et claire, qui résonna dans toute la galerie. Le comte Lucius Malfoy de Britannia, sa femme dame Narcissa Malfoy née Black, et leur fils héritier, Monsieur Draco Malfoy. Tous les regards se tournèrent un instant vers eux. Les conversations s'interrompirent légèrement, avant de reprendre dans un murmure contrôlé. Certains invités étrangers jetèrent un coup d'œil curieux, reconnaissant dans les traits aristocratiques de Lucius un air indéniablement français. D'autres, plus désintéressés, reprirent leur discussion comme si l'arrivée d'une branche cadette n'était qu'un préambule. Lucius, imperturbable, avançait avec la même assurance qu'à l'accoutumée. Pourtant, un détail ne lui échappa pas. Ils étaient les premiers Britanniques à arriver. Aucun autre membre de l'aristocratie anglaise n'était encore présent. Un fin sourire presque satisfait étira ses lèvres. Être le premier signifiait qu'il serait remarqué, qu'il s'installerait dans les bonnes grâces françaises avant les autres. Mais son attention fut vite attirée par une silhouette. Un homme grand, aux cheveux blonds presque argentés, aux yeux perçants d'un gris métallique, se tenait non loin du trône d'honneur réservé aux dignitaires français. Son maintien était parfait, son visage d'une élégance glaciale. Il portait une tunique bleue nuit rehaussée d'or, et à sa poitrine brillait le blason des Malfoy de Gironde. Lucius reconnut sans hésiter son illustre parent, Aurélien Malfoy, duc de Bordeaux et de la Gironde, surintendant des finances du royaume de France et chef de la branche principale. Aurélien leva légèrement la main, un simple geste mais d'une autorité naturelle qui n'admettait aucun refus. Lucius s'approcha aussitôt, Narcissa et Draco derrière lui. Il s'inclina, une révérence maîtrisée, et enjoignit son fils et sa femme de faire de même. « Seigneur Aurélien, dit-il d'une voix respectueuse, au nom de la branche cadette de votre maison, je vous adresse nos salutations les plus distinguées. » Aurélien posa sur lui un regard d'acier, puis il parla d'un ton froid, mais sans hostilité. « Relevez-vous, Lucius. Un Malfoy ne s'incline que devant son roi, et personne d'autre. » Lucius redressa lentement la tête, un léger sourire aux lèvres. « Comme vous le souhaitez, monseigneur. » Il remarqua alors, avec une satisfaction discrète, un éclat appréciateur dans les yeux de son parent. Il avait fait bonne impression. Et dans un endroit comme Versailles, faire bonne impression signifiait s'ouvrir les bonnes portes. Les deux hommes échangèrent quelques phrases feutrées, des banalités politiques déguisées en compliments. Bientôt, ils furent rejoints par le fils d'Aurélien, un jeune homme au port tout aussi aristocratique, qui salua Narcissa avec un respect distant. Après quelques minutes, Aurélien les invita d'un geste à le suivre vers un salon latéral, là
où d'autres membres de la haute noblesse française les attendaient. Une réunion discrète, à l'écart du bal principal, où se discutaient les véritables affaires, alliances, soutien et promesses murmurées à l'ombre des dorures. Lucius jeta un dernier regard à la galerie des glaces, où les nobles français et étrangers commençaient à remplir l'espace. Puis il suivit son seigneur sans hésiter. Ce soir, plus que jamais, il n'était qu'un cadet venu chercher la faveur de la maison mère. C'est ainsi que commença le long défilé des seigneurs et des dignitaires, chacun annoncé avec une précision protocolaire par le crieur royal. Sa voix, amplifiée par de vieux sortilèges, résonnait dans chaque recoin de la galerie des glaces, ponctuée de pauses étudiées qui laissaient aux invités le temps d'observer chaque entrée. Les premiers noms furent britanniques. Leur Excellence Rodolphus Lestrange, comte de Warwickshire en Britannia. Son épouse, la comtesse Bellatrice Lestrange, née Black du Sussex, et leur fils héritier, Monsieur Corvus Lestrange. Les Lestrange firent leur apparition, vêtus d'un noir profond brodé de fils d'argent. Bellatrix arborait son éternel sourire en coin, presque un rictus, tandis que Rodolphus inclinait légèrement la tête vers quelques dignitaires qu'il connaissait. Corvus, encore enfant, suivait le regard d'Aja Hautain. Leur grâce, Amos d'Igorie, duc de Somerset en Britannia, son épouse, la duchesse Lumia d'Igorie, et leur fils héritier, Monsieur Cédric d'Igorie. Les d'Igorie s'avancèrent plus sereinement, Amos tenant la main de son jeune fils, tandis que Lumia adressait des sourires discrets à la délégation française. Cédric, encore trop jeune pour comprendre l'ampleur de l'événement, regardait autour de lui avec des yeux ronds. Sa grâce, Garrick Ollivander, duc d'Argyll en Britannia, et son fils héritier, Monsieur Goldrin Ollivander. La vénérable famille des fabricants de baguettes fut accueillie avec un certain respect. Garrick Ollivander, grand artisan reconnu même au-delà des mers, reçut quelques salutations de la noblesse française. Leur grâce, Janus Flint, duc de Pembrokeshire, en Britannia, son épouse, la duchesse Irene Flint, et leur fils héritier, Monsieur Marcus Flint. Sa grâce, Théodore Notre Seigneur, duc des Highlands d'Iverness en Britannia, et son fils héritier, Théodore Notre Junior. Son Excellence, Evan Rosière, comte de Herefordshire, en Britannia, et son fils héritier, Félix Rosière. Les familles s'enchaînaient. Les Rosières furent scrutées d'un œil particulier. Leurs noms français trahissaient leurs origines, une branche cadette, des Rosés du Tarn, et certains nobles français leur adressèrent des signes de tête polis, mais distants. Son Excellence, Amelia Bones, comtesse de Wiltshire en Britannia, et son héritière, Mademoiselle Suzanne Bones. Monsieur Cornelius Fudge, ministre de la magie de Britannia. Son Excellence, Barthélemius Croupton Senior, comte de Staffordshire en Britannia, et son fils héritier, Monsieur Barthélemius Croupton Junior. Puis vint une annonce qui fit légèrement hausser les sourcils des Français présents. Dame Andromeda Black du Sussex en Britannia, son époux, Monsieur Ted Black né Tonks, et leur fille, Madame Nymphadora Black. Quelques murmures traversèrent les rangs. Il était rare qu'un mariage avec un sang mêlé soit toléré dans ce genre de réception. Mais le protocole était le protocole, et même les unions douteuses des branches cadettes n'empêchaient pas d'entrer dans cette galerie. Son Excellence, la marquise Belladonna Zabini d'Italie, et son fils héritier, Monsieur Blaise Zabini. Son Altesse, le Raya Hadesh Patil d'Inde, son fils héritier, Akhil Patil,
et ses 2 filles, mesdames Padma Patil et Parvati Patil. Et enfin, la voix du crieur se fit plus lente, plus solennelle, presque chargée d'une révérence particulière. Le très honorable seigneur Albus Perceval Wilfric Brian Dumbledore de Britannia, grand Manitou de la Confédération internationale des sorciers, Docteur S. Sorcellerie, détenteur de l'ordre de Merlin première classe, vainqueur de Grindelwald en 1945, et invité d'honneur personnel de leur Majesté royale de France. Cette dernière annonce fit naître un silence palpable dans la galerie. Les Britanniques échangèrent des regards surpris. Eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce que Dumbledore, malgré son prestige, bénéficie d'un tel honneur. Les Français, eux, accueillirent la nouvelle avec un murmure d'assentiment. Si quelqu'un méritait ce rang, c'était bien l'ancien apprenti de Nicolas Flamel. Mais les annonces britanniques n'étaient que la première vague, car bientôt les grands du royaume de France furent appelés. Leur grâce, Jean de la Cour, duc de Grenoble et d'Isère, ministre de la magie de France, son épouse, sa grâce Apolline de la Cour, duchesse consort de Grenoble et d'Isère, et leurs 2 filles, l'héritière, mademoiselle Fleur de la Cour, et sa cadette, mademoiselle Gabrielle de la Cour. Les regards convergèrent immédiatement vers Apolline, dont l'élégance surnaturelle des vélanes attira les murmures admiratifs de nombreux invités étrangers. Fleur, encore enfant, marchait avec une dignité presque instinctive, tandis que Gabrielle trottinait derrière elle avec insouciance. Leur grâce, Aquila le Noir, duc de Rouen et de Seine-Maritime, grand chambellan de France, et Janice le Noir, duchesse consort de Rouen et de Seine-Maritime, accompagnés de leur fils héritier, Monsieur Orion le Noir. Leur grâce, Roland l'Estrangier, duc de Troyes et de l'Aube, chancelier de France, et son époux Nicolas l'Estrangier, duc consort de Troyes et de l'Aube, accompagnés de leur fils héritier, Monsieur Robert l'Estrangier. Sa grâce, Dame Mélinda Rosaire, duchesse d'Albi et du Tarn, secrétaire d'État des Affaires étrangères, et son fils héritier, Monsieur René Rosaire. Leur grâce, Bertrand Caumont, duc de la Force et de la Dordogne, secrétaire d'État de la guerre, et son époux Mathieu Gaumont, duc consort de la Force et de Dordogne, accompagnés de leur fils héritier, Monsieur Gustave Caumont. Leur grâce, Aurélien Malfoy, duc de Bordeaux et de la Gironde, surintendant des finances de France, et son épouse, Jeanne Malfoy, duchesse consort de Bordeaux et de la Gironde, accompagnés de leur fils héritier, Monsieur Valentin Malfoy. À l'annonce du nom des Malfoy, Lucius Malfoy inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Voilà donc les maîtres de la branche principale, accueillis avec des honneurs bien supérieurs à ceux qu'il avait reçus lui-même. Leur grâce, Damien de la Rochefaucon, duc d'Angoulême et de Charente, secrétaire d'État de la maison du roi, et son épouse, Justine de la Rochefaucon, duchesse consort d'Angoulême et de Charente, accompagnée de leur fille héritière, mademoiselle Victoria de la Rochefaucon. Leur grâce, Julien de Béthune, duc d'Artois et de Pas-de-Calais, secrétaire d'État de l'Éducation, et son épouse, Mélissa de Béthune, duchesse consort d'Artois et du Pas-de-Calais, accompagnés de leur fils héritier, Monsieur Hugues de Béthune. Son Altesse, de sang, Guillaume d'Orléans Dunois, prince de sang royal, duc d'Orléans et de la Loire, grand maître de France, son épouse, son Altesse Laure d'Orléans Dunois, duchesse consort d'Orléans
et de la Loire, et leur fils héritier, Monsieur Louis d'Orléans Dunois. Et enfin, dans un murmure de respect, presque sacré, leurs grâces immortelles, Nicolas Flamel, duc de Paris, alchimiste éternel, maître de la pierre philosophale, conseiller personnel de Sa Majesté Louis XIX de Valois, et Pernelle Flamel, duchesse consort de Paris, grande maîtresse en art alchimique. Cette annonce fit naître une onde de murmures dans la salle. Encore une fois, les Flamel apparaissaient pendant un bal royal. On ne les voyait presque jamais. Pour la première fois depuis 6 ans, le monde voyait réunis dans la même salle tous les ministres du royaume de France. Il n'en manquait qu'un, comme toujours, le mystérieux secrétaire d'État des Affaires mystérieuses, dont le nom n'était jamais prononcé publiquement. Le silence qui suivit cette série d'annonces avait un poids. La hiérarchie des puissances était claire. Ici, à Versailles, tout tournait autour de la maison royale de France et de ses alliés. Les Britanniques, même les plus fiers, se trouvaient relégués à de simples spectateurs. Enfin, ce fut le moment que tous attendaient, avec une certaine solennité. L'annonce des têtes couronnées, à commencer par les illustres descendants de la maison capétienne. Le crieur, qui jusque-là avait gardé un ton cérémonieux, prit une voix encore plus lente et solennelle. Chaque mot résonnait dans la galerie des glaces, comme un écho millénaire. Sa très auguste majesté, Juan Sébastien de Bourbon, roi d'Espagne et de tous ses dominions. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Juliette de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier, Philippe de Bourbon. Les portes s'ouvrirent lentement pour laisser entrer la délégation espagnole, drapée de rouge et d'or. Le roi Juan Sébastien portait une cape cramoisie brodée de lys dorés, symbole éclatant de son allégeance capétienne, tandis que la reine Juliette arborait une robe immaculée, constellée de perles enchantées qui scintillaient doucement comme des étoiles vivantes. Leur fils, Philippe, à peine plus âgé que le prince Adrien, marchait avec un sérieux déjà princier, sous les regards attendris des nobles français et étrangers. Sa très auguste majesté, Victor Emmanuel de Bourbon, roi d'Italie et de tous ses dominions. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Isidora de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier, César de Bourbon. Le cortège italien avançait dans une majesté méditerranéenne, des capes vert sombre et or, des armoiries latines flottant sur des bannières magiques. La reine Isidora, dont la beauté était vantée jusqu'aux rives d'Alexandrie, attira les murmures admiratifs des ambassadeurs orientaux. Sa très auguste majesté, Manuel de Bourbon, roi du Portugal et de tous ses dominions. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Avelina de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier, Emmanuel de Bourbon. Les Portugais portaient des tenues marines d'un bleu profond bordé d'argent, rappelant leur héritage maritime. La reine, Avelina, fit une révérence presque chorégraphiée en arrivant devant le trône français, ses yeux brillants d'une humilité fière. Sa très auguste majesté, Étienne de Bourbon, roi de Hongrie et de tous ses dominions. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Maria de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier Adolphe de Bourbon. Les Hongrois portaient de longs manteaux noirs, ornés de rubis et d'émeraudes enchantées, projetant des éclats de lumière rouge et verte sur les marbres de Versailles. Leur arrivée fit lever quelques sourcils. La branche hongroise
réputée plus distante, avait fait le déplacement au complet, signe d'une importance particulière. Sa très auguste majesté, Alexander de Bourbon, roi des Pays-Bas et de tous ses dominions, son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Godeliève de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier, Clément de Bourbon. Le cortège néerlandais avançait accompagné d'illusions délicates. Des tulipes de lumière s'épanouissaient à chacun de leurs pas, libérant un parfum subtil et envoûtant qui fit frémir l'air autour d'eux. Sa très auguste majesté, Frédéric de Bourbon, roi du Luxembourg et de tous ses dominions. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Christine de Bourbon. Et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier Julien de Bourbon. Sa très auguste majesté, Auguste de Bourbon, roi et empereur de l'Empire latin de Constantinople, souverain des terres d'Orient et gardien des secrets byzantins. Son épouse, sa très gracieuse majesté, la reine Théodora de Bourbon, et leur fils, son Altesse sérénissime, le prince héritier Julius de Bourbon. À cette dernière annonce, un léger frisson parcourut l'assemblée. Les héritiers de l'Empire latin étaient considérés comme les plus anciens vassaux capétiens d'Orient, gardiens des répliques sacrées et des alliances millénaires. Le roi Auguste portait une armure cérémonielle entièrement dorée, son manteau pourpre traînant derrière lui comme une rivière de lumière et d'histoire. La reine Théodora avançait à ses côtés avec une prestance véritablement impériale. Son diadème byzantin rougeoyant sous les lustres enchantés, comme s'il portait encore l'éclat des trésors perdus de Constantinople. À chaque annonce, l'assemblée s'inclinait profondément. Les souverains cadets rendaient hommage à leur haut roi, en venant eux-mêmes en personne à Versailles. Même les invités étrangers, non liés à la lignée capétienne, baissaient légèrement la tête, par respect pour cette continuité dynastique qui s'étendait sur plus d'un millénaire. Après cette procession, la voix du crieur changea légèrement de ton. Elle perdit un peu de la solennité monarchique pour adopter une neutralité protocolaire. Nous accueillons à présent les héritiers représentants des autres royaumes du monde magique, les monarques eux-mêmes ne pouvant quitter leur territoire sacré. Les regards se tournèrent vers les lourdes portes dorées, un silence expectant gagnant peu à peu la galerie des glaces. Son Altesse sérénissime le prince héritier Ahmès d'Égypte, envoyé personnel du très sacré pharaon Ptolémée XXVI, accompagné des grands prêtres du temple de Ra. Un parfum d'encens et de sable chaud accompagna l'entrée des Égyptiens. 2 statues vivantes en forme de chacal forgées d'obsidiennes enchantées marchaient à leur côté, leurs yeux d'or brillants comme des gemmes. Les prêtres drapés de lin immaculé tenaient des sceptres solaires qui projetaient des halos de lumière dorée sur leur passage. Son Altesse sérénissime le prince héritier Akihito, envoyé de l'Empire magique du Japon, accompagné des grands prêtres du temple d'Amaterasu. La délégation japonaise entra dans un silence presque religieux. En tête, un kitsune argenté, dont les 9 queues luisaient doucement comme des voiles de lune, précédait le prince. Derrière lui, les mages guerriers, en armure rituelle finement laquée et gravée d'anciens kanji, avançaient dans une rigueur militaire impeccable. Son Altesse sérénissime, le prince héritier Yu Shang Asin Gyoro, représentant de l'Empire magique de Chine, escorté par les gardiens célestes du Dragon Blanc. Un murmure admiratif parcourut l'assemblée. Même les représentants de l'Orient mythique avaient fait le voyage. Derrière le prince,
les gardiens célestes portaient des habits brodés de nuages et de dragons stylisés, tandis qu'un petit dragon blanc, créature rare et sacrée, voltait en silence au-dessus d'eux, laissant derrière lui une traînée d'étincelles lumineuses. Puis, après ces délégations venues des plus anciennes dynasties magiques, ce furent les ministres des grandes nations neutres qui s'avancèrent, plus sobres, mais non moins importants. Son Excellence, Madame Elvira Strauss, ministre de la magie de la Confédération germanique. Son Excellence, Monsieur Léopold Reinhardt, ministre de la magie autrichienne. Son Excellence, Madame Sofia Drazik, ministre de la magie des Balkans. Et enfin, les grandes familles nobles des cités libres et protectorats, comme les Grimaldi de Monaco, les Médicis de Florence magique, ou encore les Dubrovnik de la côte dalmate. À mesure que les noms s'égrenaient, la galerie des glaces se remplissait de soies chatoyantes, de diadèmes enchanteurs, d'armures cérémonielles et de regards calculés. Les Britanniques déjà en retrait comprenaient qu'ils n'étaient qu'une partie infime de ce ballet diplomatique. Lorsque le crieur baissa enfin la voix et recula, il ne resta plus que le silence et l'attente. Toutes les puissances du monde magique étaient désormais réunies dans un seul lieu. Une bonne heure s'écoula dans un ballet de conversations feutrées et d'alliances discrètes. Les invités se mêlaient les uns aux autres, formant des cercles élégants, échangeant des propos diplomatiques et des promesses implicites. Des coupes de cristal circulaient, remplies de vin enchanté, et des plateaux d'or offraient des mets raffinés venus de chaque coin des dominions. Les discussions allaient de l'économie magique aux tensions géopolitiques, certains évoquant déjà, à mi-mot, ce que cette soirée scellerait comme nouveaux équilibres. Puis soudain, un son clair et profond coupa court à tous les murmures. Une cloche d'argent, suspendue au-dessus de la galerie des glaces, vibra d'une note unique et parfaite. Immédiatement, le silence se fit. Tous les regards convergèrent vers l'entrée monumentale de la galerie. Les portes massives, ouvragées de runes d'or et gravées de lys enchantés, se mirent à s'ouvrir lentement, dans un souffle solennel. Un crieur royal fit alors son apparition. Drapé dans une cape de velours bleu nuit, le sceau capétien brodé en fil d'argent sur sa poitrine, il s'avança au centre de la galerie, tenant un parchemin roulé dans ses mains gantées. Il marqua une pause, balaya l'assemblée d'un regard et se racla la gorge. Sa voix, amplifiée par de subtils sortilèges d'écho, résonna dans toute la salle. « Oyez, oyez !» Il déploya lentement son rouleau, la calligraphie dorée scintillant sous la lumière des lustres enchantés. « Inclinez-vous devant leur majesté, Louis XIX de Valois, roi de France et de Navarre, au roi d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Hongrie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Empire latin de Constantinople et de leurs dominions, défenseurs du peuple de France et envoyés de Mère Magie. » Un frisson parcourut l'assemblée. « Inclinez-vous devant Sa Majesté Catherine de Valois, reine de France et de Navarre, haute reine d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Hongrie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de l'Empire latin de Constantinople, princesse du royaume d'Autriche. Oyez, oyez !» À ces mots, les Valois apparurent. Les portes s'ouvrirent entièrement, laissant entrer le couple royal. Louis XIX marchait en tête, drapé dans une longue cape blanche brodée de fils d'or. Son regard bleu profond, marqué de ce fameux soleil lumineux au centre des pupilles,
balayaient dignement l'assemblée. Catherine avançait à ses côtés, dans une robe d'un or pâle, dont les tissus semblaient vivants. Les lys brodés sur le tissu s'ouvrant et se refermant doucement, comme s'ils respiraient. La galerie tout entière s'inclina. Les souverains étrangers baissèrent la tête avec respect. Les nobles posèrent une main sur leur cœur selon la coutume française. Des applaudissements maîtrisés, presque rituels, résonnèrent en écho, donnant à cette entrée un caractère sacré. Ils traversèrent la galerie avec une lenteur calculée, s'arrêtant au centre, juste devant leur trône surélevé et orné d'artefacts royaux. Puis le silence revint. Et à nouveau, le crieur leva son rouleau. Cette fois-ci, sa voix se fit encore plus solennelle, plus claire, emplie d'une ferveur qui fit dresser les poils sur la nuque des invités. « Oyez, oyez! Inclinez-vous devant sa grâce. Adrien Louis-Nicolas de Valois, premier du nom, prince héritier de France et de Navarre, et de tous leurs dominions. Qu'honneur lui soit fait en ce jour de fête! Oyez, oyez! » Un souffle parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée encore ouverte. Et le prince Adrien apparut. Le jeune garçon, vêtu d'une veste de soie bleue aux détails dorés et blancs, ses yeux bleus étincelants comme des gemmes, s'avança d'un pas mesuré. Il était suivi de près par Gérard de Montan, son fidèle majordome, dont la main rassurante reposait légèrement dans son dos. Adrien inspira profondément en voyant cette mer de visages, cette assemblée de puissants venus du monde entier. Sa surprise faillit se lire sur son visage d'enfant, mais il se reprit. Un léger sourire, à la fois timide et princier, apparut sur ses lèvres. Alors la galerie des glaces tout entière s'inclina. Les souverains étrangers, les ministres, les nobles, les diplomates, tous s'inclinèrent comme un seul homme devant ce jeune héritier. Un silence sacré s'abattit, troublé uniquement par les battements feutrés de la musique magique qui reprenait en arrière-fond. Louis, se tenant près du trône, posa un regard fier sur son fils, puis leva légèrement la main pour prendre la parole. Sa voix grave, amplifiée par les enchantements, résonna comme une proclamation divine. « Aujourd'hui est un grand jour pour le royaume de France, ses dominions, mais aussi pour l'ensemble du monde magique. » Il marqua une pause. « Mon fils, le prince Adrien, fête aujourd'hui son 6e anniversaire. Par cette journée sacrée, il entre officiellement dans le monde magique. Son noyau magique sera libéré, révélant pleinement la manifestation de son héritage. » Un murmure d'émotion traversa l'assemblée. Que tous se réjouissent, car en ce jour, la succession du royaume de France est assurée. Que la mère Magie soit témoin, et que la lignée des Valois continue de fleurir comme les lys éternels. Il leva la main, et dans un geste solennel, prononça les mots que tout Versailles attendait. « Que les festivités commencent !» Et aussitôt, la musique éclata. Une fanfare enchantée emplit la galerie d'une valse triomphale. Des lys de lumière pure s'ouvrirent au plafond, déversant une pluie d'étincelles dorées sur les invités. Des illusions se mirent à danser dans les miroirs. Des scènes de l'histoire française prenaient vie, montrant Charlemagne levant le lys d'or, Saint-Louis bénissant son peuple, et les ancêtres capétiens apparaissant un instant comme des ombres lumineuses au-dessus du trône. La soirée venait de basculer dans une dimension presque irréelle. Versailles redevenait, une fois encore, le cœur du monde magique. Vous venez d'écouter l'histoire du prince de France, tome 1, Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une histoire écrite par Kellerus. Si vous êtes intrigué par cet auteur, je vous invite à aller regarder son profil sur Patreon, le lien est en description.
N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds et je les lis avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau chapitre.